Ce récit commence en bateau. Voguant sur les mers, je viens de loin et poursuis mon long voyage en quête de vérité. Au loin, j'aperçois une plage où accoster. Le tableau que me peint le paysage me rappelle ce que j'ai pu observer en Hyrule durant ma quête. En attendant d'atteindre le rivage, j'ai le temps de vous conter ce à quoi ressemblent les plages, la mer et l'océan dans le royaume de Zelda et même au-delà. Bonjour, enfilez vos palmes Zora et hissez votre voile de bateau, car des montagnes au village, de la mer au sous-bois, bienvenue dans ce premier récit de voyage d'Hyrule et au-delà. Dès The Legend of Zelda premier du nom, la mer et la plage sont déjà présentes. Cependant, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. En revanche, dès sa suite, dans The Legend of Zelda The Adventure of Link, le paysage marin est déjà un peu plus exploité. En effet, on peut y trouver un donjon nommé le Palais de l'Océan. Celui-ci se trouve sur la plage, juste à côté de la ville de Naboru. D'ailleurs, le nom de cette ville est réutilisé pour la sage de l'esprit de The Legend of Zelda Ocarina of Time, la Gerudo Naboru. Et c'est d'ailleurs le cas de toutes les villes du jeu, qui prêtent leur nom aux autres sages de la légende. Roru, Saria, Darunia, Ruto et Mido. Étrange, puisque ce n'est pas un sage. Présente dans The Legend of Zelda Oracle of Ages, la mer n'est pas qu'à Hyrule, mais aussi à Labrina. En effet, on y retrouve là-bas la mer des Zora, habitée par le peuple éponyme. Attention cependant, nous parlons ici des Zora des mers et non des Zora des rivières, qui eux sont agressifs envers Link à ce moment de la chronologie. Également, Labrina habite la mer des tempêtes et la mer du non-retour, où nous pouvons y retrouver le peuple des Pirations, voguant sur leurs navires, perdus sur les flots. Dans The Legend of Zelda Link's Awakening, nous ne sommes toujours pas à Hyrule, mais sur l'île Kokolint. La mer prend une toute autre place. En effet, elle constitue le cœur de l'intrigue. L'histoire commence dans la mer et finit dans la mer. La plage Coco devient le lieu des scènes touchantes, notamment avec l'une des habitantes du village des Mouettes, l'un des personnages les plus importants de cet opus, Marine, au nom plus qu'évocateur. L'île tout entière ainsi que ses habitants se révèlent être plus tard un songe du poisson-rêve. Kokolint n'existe pas et Link voit l'île disparaître sous ses yeux, contemplant le poisson-rêve au-dessus de lui et l'immensité de l'océan autour de lui. C'est bien joli tout ça, mais je sais que ce qui vous intéresse, c'est les théories et autres éléments cachés et dissimulés. Très bien. Alors, connaissez-vous la grande baie de Termina ? Termina est une région parallèle au royaume d'Hyrule, visitable dans The Legend of Zelda Majora's Mask. On peut y trouver, tout à l'ouest, la Grande Baie. Là-bas y vit le peuple Zora, qui est écrit d'ailleurs en Zora ancien, illisible pour les autres peuples de Termina. Bordant la mer du pays, la Grande Baie bénéficie d'un climat estival plus qu'appréciable. Lieu notable de la région, le théâtre Zora, salle d'interprétation du groupe Zora, les Indigo Go.
Une théorie, plutôt connue, suppose que la contrée tout entière de Termina représenterait la mort et les 5 étapes du deuil. Termina, contrée menacée de disparaître, écrasée par la lune, porte déjà un nom bien évocateur. Les régions du pays forment une croix. On y trouve Bourg-Clocher, symbolisant le déni, les marais du sud, symbolisant la colère, le pic des neiges, symbolisant le marchandage, et la vallée d'Icana, symbolisant l'acceptation. Juste avant cette vallée, on y retrouve la Grande Baie donc. Cette région maritime symboliserait, elle, la dépression. En effet, l'ambiance globale est malsaine. La musique est triste. Le Zora Miko s'échoue, agonise et meurt sous les yeux de Link sur la plage. Lulu, sa femme, vient de se faire dérober ses œufs par les pirates Gerudo, ses propres enfants. Celle-ci prend donc la décision de ne plus faire entendre le son de sa voix, s'enfermant donc dans le silence et la dépression. Pour aborder quelque chose d'un peu plus joyeux, il est possible d'observer au théâtre Zora de cette même baie que les Zora de Termina sont des fans des autres opus de la série. En effet, chacun des musiciens Zora joue une musique normalement présente dans d'autres jeux Zelda. Le thème des donjons du premier jeu, le thème du Game Over du même épisode, ou encore le thème de la caverne de Link to the Past. Revenons maintenant à Hyrule et même aux origines du royaume. Avant même que les Hyliens ne descendent des cieux, se trouvait en ces terres la mer de Lanel. Totalement asséchée et devenue un vrai désert dans Zelda Skyward Sword, elle ne semble plus habitée par personne. On sait cependant qu'elle possédait un port, un chantier naval et même un repère de pirates. Ce sont sur les eaux de cette même mer que naviguait le Galion des Sables, bateau fantôme du chef Iseo. Il faut d'ailleurs noter que ce n'est pas la première fois que l'on évoque un bateau fantôme. En effet, ce concept est repris plusieurs fois dans la série Zelda. Aussi, oui, à l'époque de la déesse Hylia, cette mer était habitée par des robots. Cependant, on ne sait pas réellement qui les a construits, ni qui ils sont. On ne les reverra jamais dans la chronologie des Zelda, et personne n'y fera plus jamais allusion. Ces robots se contentent désormais de vivre dans le passé, à l'époque où la mer de Lanel était encore présente. On peut par ailleurs penser que la mer de sable de Skyward Sword, anciennement la mer de Lanel, est devenue plus tard le désert fantôme d'Ocarina of Time, et que le repère de pirates abandonné a été repris par les Gerudo pour y construire leur propre base. Nous retrouvons aussi l'océan et les plages dans The Legend of Zelda Breath of the Wild. On y distingue 4 mers différentes. Au nord-est, la mer d'Akala, qui renferme l'épreuve de l'île d'Edal. On y retrouve aussi un archipel de 4 îles, l'île Tiglun, l'île Diglun, l'île Kiglun et l'île Davi, qui sont un hommage direct aux 4 frères de The Wind Waker, Tingle, Dingle, Klingle et David Jr. À l'est d'Hyrule se trouve la mer des Limites, au sud la mer de Firon et au sud-est la mer de Necluda. C'est dans cette dernière que l'on y retrouve, au large, l'île Finalis,
Clin d'œil direct à l'île Cocolint de Zelda Link's Awakening. En effet, en arrivant sur cette île déserte, toutes les armes de Link lui seront retirées, tout comme dans Link's Awakening. D'ailleurs, la plage de cette île s'appelle la plage Coco et le plateau qui la surplombe, le plateau Cocolith. Comment parler de la mer de Nécluda sans parler du village d'Écaraï? Ce petit village reculé aux douze airs iodés est le lieu de résidence des pêcheurs d'Hyrule. Ambiance paisible, habitants chaleureux, ici difficile de croire que le fléau Ganon fait rage au centre du royaume. On y trouve une auberge ainsi qu'une boutique de produits locaux. En longeant l'écume, nous pouvons accéder à la plage de la Palmeraie. Ici, on peut y trouver un monument étrange aux inscriptions anciennes qui semble intéresser Argos, un jeune homme du village d'Écaraï. Ces ruines rappellent très clairement le miroir des ombres de The Legend of Zelda Twilight Princess. Clin d'œil notable, Argos demande à Link de chercher les 3 fragments du miroir brisé, tout comme dans Twilight Princess. Autre mystère de cette zone, il y a, dans la jungle juste avant le village d'Écaraï, les ruines d'une ancienne tribu d'Hyrule, encore aujourd'hui inconnue. Les ruines Sono. Personne ne sait qui ils sont, ni comment ils ont disparu. Tout ce que l'on connaît de cette tribu, c'est son symbole, qui ressemble à s'y méprendre au symbole du peuple d'Écaraï, dont on ne connaît absolument aucune histoire et aucune origine. Toujours en parlant d'Écaraï, ce village a rappelé à bon nombre de théoriciens le village de Papusia de The Legend of Zelda Spirit Tracks. Effectivement, comme le village de Breath of the Wild, Papusia est un petit village reculé se trouvant dans la contrée marine et où les habitants sont des pêcheurs vivant dans des huttes en bois et en paille. C'est dans ce village que se trouve Pisto, le sage Lokomo du sanctuaire marin, capable de discuter avec les mouettes et les goélands. Également, nous y retrouverons Lindbeck III, descendant de Lindbeck que Link rencontre sur l'île Melka dans The Legend of Zelda Phantom Hourglass. En effet, dans cet opus, Link et Tetra sont téléportés dans une autre dimension par le roi des mers, qui se révèle plus tard être Siwan, dont la véritable forme est une grande baleine blanche. En parlant du roi des mers, il existe une théorie qui suppose que, dans sa dimension, la Triforce existe bel et bien. En effet, déjà présente sous la forme de 3 fées représentant le courage, la sagesse et la force, il est possible d'y voir une autre évocation dans 3 créatures marines mystiques. Selon cette théorie, Siwan, le roi des mers, serait le représentant de la sagesse, avec son aspect de vieillard sage. Don Crapaud, du courage. Ami lointain de Siwan, pour le rencontrer, il faut oser s'aventurer dans la grotte de l'île inconnue. Et la force serait tout simplement représentée par la 3e créature marine géante trouvable dans le jeu. Nul autre que Bellum, le méchant de l'histoire. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que le représentant de la Triforce de la Force soit le grand méchant. Comme dit précédemment, à la fin de Phantom Hourglass, Link et Tetra découvrent qu'ils ne sont pas dans leur monde à eux, mais dans le monde du roi des mers. Cependant, lorsque les 2 enfants sont renvoyés dans leur réalité, Lindbeck, ancêtre de Lindbeck III de Spirit Tracks, est de retour avec eux. En revanche, lors de nos échanges avec le capitaine, il semble avoir vécu une bonne partie de sa vie sur l'île Melka. Impossible donc de savoir d'où vient en vérité Lindbeck. Voilà, je me rapproche de plus en plus de la terre que j'aperçois au loin. Qui sait ce qui m'attendra là-bas ?
Avant d'accoster sur la plage, il me reste tout juste le temps d'aborder la dernière représentation de la mer et de l'océan dans les jeux Zelda. La Grande Mer de The Legend of Zelda, The Wind Waker. Comment parler de l'univers marin de Zelda sans parler de The Wind Waker? Dans cette histoire, la mer est partout. À la suite des prières des habitants du royaume d'Hyrule, les trois déesses, Nayru, Din et Faror, ont inondé toutes les terres du royaume, ne laissant immerger que les hauts sommets, s'apparentant désormais à des îles. Aucun habitant de ces dernières ne connaît leur origine. Au fil de l'aventure, nous découvrons Hyrule, inondé sous les flots, ainsi que la véritable identité du Lion Rouge, le bateau de Link, qui n'est nul autre que le roi d'Hyrule en personne. C'est à la période de la Grande Mer que le peuple Zora évolue en le peuple Piaf, véritable oiseau humain. En y réfléchissant, cette évolution est plus qu'étrange. En effet, les Zora sont un peuple aquatique. Quel bonheur pour eux que le monde soit recouvert d'eau! Plusieurs théoriciens avancent que cette évolution est volontairement orchestrée par les déesses, afin que les Zora ne découvrent pas le royaume inondé sous la mer. Ce même royaume peut d'ailleurs être abordé d'une vision métaphorique, représentant notre pays intérieur, notre pays caché. En psychologie, la mer et les fonds marins représentent l'inconscient dans son immensité, ce que l'on ne veut pas dévoiler au grand public. Peut-être même ici, le subconscient de Link. En parlant du héros, nous connaissons sa sœur, nous connaissons sa grand-mère, mais aucune trace de quelconque parent. Peut-être que, là aussi, nous pouvons l'aborder de manière métaphorique. Le roi d'Hyrule, symbole même de l'autorité et de la paternité par excellence, pousse toujours Link à aller de l'avant. Il représenterait donc le père du héros. Mais qu'en est-il de sa mère? Où est la mère de Link? Où est sa mère? La mère. Selon ceux qui ont analysé Wind Waker, cette étendue d'eau salée représente ici le guide de Link, celle sur qui il se repose, celle qui le conduit et lui permet d'avancer dans sa quête et de comprendre sa véritable destinée. Cependant, dans cette histoire, Link grandit et rencontre une véritable princesse. Sa quête accomplie, il peut donc laisser la figure paternelle et son subconscient sombrer, dire au revoir à son enfance après avoir plongé dans ses origines mêmes. Là est le message de The Wind Waker. Son aventure terminée, Link peut, une dernière fois, se laisser porter par la mer et fonder son propre royaume sur de nouvelles terres. Beaucoup ont tenté de qualifier la mer. Victor Hugo a dit « La mer est un espace de rigueur et de liberté ». Personnellement, s'il y a bien une phrase que je veux bien retenir d'un vieux barbu avant d'être recouvert sous l'océan, c'est « L'avenir vaut en tout cas la peine que vous découvriez ce qu'il vous réserve ». Et voilà, après tous ces récits marins, j'accoste enfin sur la plage que j'apercevais depuis l'océan. Toutes ces histoires m'ont donné envie de la contempler encore un peu.
Je vais rester ici quelque temps avant de reprendre ma route. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo d'Hyrule et au-delà. C'est une série que je commence, je ne suis pas trop sûr de où je vais, mais j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce premier épisode. Dites-moi si ça vous a plu, s'il y a des choses à changer, s'il y a des choses que vous aimez. Et surtout, je tiens à préciser que la majorité des théories et des analyses que j'ai présentées ici ne sont pas de moi. Je ne dis pas que j'adhère à toutes, ou même que j'adhère à aucune. Elles sont toutes très intéressantes et c'est pour ça que j'ai décidé de les aborder dans cette vidéo. Je vous mettrai évidemment en description les sources de mes recherches. Voilà, encore une fois, merci beaucoup et au revoir.